On entend très souvent parler du PEA, le plan d'épargne en action, mais il y a une enveloppe qu'on oublie parfois trop, le compte titre ordinaire, le CTO, qui présente pourtant des avantages puissants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le CTO, comment il fonctionne, ce que vous pouvez y loger, sa fiscalité, ses avantages, les risques, mais également les limites. C'est parti! Alors on commence par la question la plus immédiate, c'est quoi un compte titre ordinaire? Eh bien un compte titre ordinaire, c'est une enveloppe d'investissement dans laquelle on peut loger pratiquement tous les instruments financiers cotés en bourse, que ce soit des actions, des ETF, des obligations, des produits structurés, etc., sans aucune limitation géographique ni sectorielle. C'est l'un des avantages notamment par rapport au PEA, mais on y reviendra plus tard. Alors le compte titre ordinaire est accessible à toute personne majeure qui est soit de nationalité française, soit résidente fiscale en France. Alors comment fonctionne un compte titre ordinaire? En fait, en réalité, avec un compte titre ordinaire, vous avez en fait deux comptes. Le premier, le compte espèce, il contient l'argent liquide que vous allez verser sur votre compte titre ordinaire. Il va vous servir du coup à acheter des titres et donc sa contrepartie, c'est donc le fameux compte titre qui lui ne va contenir tous les titres que vous aurez achetés. Alors il existe également plusieurs formes de compte titre ordinaire. En effet, vous pouvez souscrire un compte titre de manière individuelle. Vous êtes donc dans ce cas-là le seul à le gérer. Vous pouvez ouvrir un compte titre joint dans lequel chacun peut agir librement. Et enfin, vous pouvez ouvrir un compte titre en ce qu'on appelle l'indivision. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus lourd. Chaque décision doit être validée par tous les co-titulaires. Alors, le cas de l'indivision, en fait, se produit le plus souvent dans les cadres de succession où on avait un compte titre qui doit du coup être divisé. Et donc, dans un premier temps, on met le compte titre en indivision. Donc maintenant, on a une bonne vue de comment fonctionne le compte titre ordinaire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut y loger? Eh bien, en fait, la réponse est quasiment tout, puisque sur un compte titre ordinaire, on peut positionner des actions françaises et européennes, évidemment, mais également des actions internationales. C'est là l'une des limites principales et l'une des différences majeures par rapport au plan d'épargne en action, qui lui ne peut loger que des actions européennes. Et on arrive via notamment ce qu'on appelle de la réplication synthétique à répliquer des choses comme par exemple notamment des ETF, mais on ne détient pas physiquement des actions internationales puisque c'est interdit. Sur le compte titre, aucune limitation. On peut d'ailleurs également y détenir des obligations, ce qui n'est pas possible, ou en tout cas possible sous des conditions très strictes, notamment dans le cadre du PEA, PME. Vous pouvez également faire des ETF, donc pour le coup en réplication classique et non synthétique. Donc vous allez vraiment détenir des ETF qui eux-mêmes détiennent les titres, par exemple notamment américains, parce qu'on sait que beaucoup des ETF sont basés sur les actions américaines. Vous pouvez également y positionner des matières premières comme de l'or, mais aussi des produits dérivés comme des options, des futurs. Vous pouvez enfin y détenir d'autres types de fonds comme notamment des OPCVM. Alors quels sont les avantages du compte titre ordinaire? Eh bien notamment par rapport à son petit cousin, le plan d'épargne en action. Dans un compte titre ordinaire, vous allez pouvoir avoir une diversification des investissements et une ouverture géographique maximisée. En effet, vous n'avez aucune contrainte des actifs dans lesquels vous devez investir sur un compte titre ordinaire, contrairement au PEA. Vous avez également une absence de plafond de versement. Pour rappel, sur le PEA, vous êtes limité à 150 000 €. Aucune limitation de ce type sur le compte titre ordinaire. Vous n'avez également pas de limite du nombre de comptes titres ordinaires que vous pouvez détenir par personne, là où pour le plan d'épargne en action, c'est un plan d'épargne en action par personne. Alors ça, c'était les avantages en comparaison au plan d'épargne en action. Mais il y a un avantage absolument majeur qu'il faut bien avoir en tête sur le compte titre ordinaire, c'est l'avantage lors de la succession. Qu'est-ce que c'est que cet avantage? Eh bien, on parle souvent de la purge des plus-values dans le cadre du compte titre ordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en fait, quand on prend un plan d'épargne en action, lors du décès du détenteur, ce qu'il va se produire, c'est que d'abord, les plus-values vont être taxées et ensuite, la somme nette de la taxation des plus-values va rentrer dans l'actif successoral et subira ensuite l'impôt sur les successions. Pour le compte titre ordinaire, que nenni. Le compte titre ordinaire va purger les plus-values. Il n'y aura donc aucune imposition sur les plus-values. C'est l'intégralité du montant brut de ces plus-values qui va intégrer l'actif successoral et qui sera donc taxé à l'imposition sur les successions. C'est un avantage majeur pour une raison très simple. Prenons donc un exemple pour illustrer ce mécanisme de la purge des plus-values qui est crucial dans la bonne utilisation d'un compte titre ordinaire. Pour commencer, prenons le cas d'un PEA dans lequel vous auriez investi 100 000 € il y a 20 ans. Ces 100 000 € se sont transformés en 200 000 €. À votre décès, il y aura donc d'abord une taxation des plus-values
Et c'est uniquement 170 000 € qui vont entrer dans l'actif successoral et qui seront ensuite imposés. Mais en fin de compte, il y a déjà eu une première imposition et ensuite vous allez avoir l'imposition sur les successions plus traditionnelles. Dans le cadre du compte titre, ce ne sera pas la même chose. Les mêmes 100 000 € que vous avez investis il y a 20 ans, qui se sont transformés également en 200 000 €, eh bien ceux-là vont rentrer intégralement dans l'actif successoral, donc seront certes soumis à l'imposition sur la succession, mais n'auront pas cette première imposition sur la plus-value. Donc en fait, dans le cadre du PEA, par exemple, vous avez deux impositions successives, les plus-values d'abord et le reste qui rentre dans l'actif successoral. Dans le cadre du compte titre ordinaire, purge des plus-values. Les plus-values ne seront jamais imposées. En revanche, c'est la succession qui s'applique. Ce mécanisme de purge des plus-values, c'est vraiment la botte secrète du compte titre ordinaire et son atout principal face au PEA. Alors, comment fonctionne la fiscalité du compte titre ordinaire dans le cadre où on décide de sortir les fonds avant son décès? Eh bien, la fiscalité a été modifiée depuis le 1er janvier 2018 avec l'introduction du fameux prélèvement forfaitaire unique, alors qu'on appelle également parfois le PFU, prélèvement forfaitaire unique, ou la flat tax de 30%. Il est important de comprendre que tant les revenus, donc par exemple les dividendes, que les plus-values générées par le compte titre ordinaire sont soumis par défaut à la flat tax qui se décompose, on vous le rappelle, de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Alors, cette fiscalité de la flat tax s'applique par défaut aux deux types de gains, que ce soit les plus-values ou les dividendes, mais on va le voir, il y a également d'autres options. En effet, vous avez l'option, lors de votre déclaration de revenus, de ne pas appliquer la flat tax de 30% et au contraire de soumettre l'ensemble de vos revenus, et donc y compris dans ce cadre eh bien, les gains générés par les plus-values de votre compte titre ordinaire, au titre de l'impôt sur le revenu classique. Par contre, attention, ce choix est global et irrévocable pour l'année. Il s'applique ainsi à tous les revenus de capitaux mobiliers. On ne peut pas décider de l'appliquer par exemple sur certaines plus-values et pas sur d'autres. Alors l'avantage en ce qui concerne les plus-values, c'est que vous pouvez parfois bénéficier d'abattements pour durée de détention, mais uniquement pour les titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2018. Et ça, c'est extrêmement important puisque tous les titres acquis après n'ont pas le droit à ces abattements sur la partie des plus-values. Alors l'abattement de droit commun se décompose de la manière suivante. Vous avez 50% d'abattement pour une durée de détention de 2 à 8 ans et de 65% pour une détention de plus de 8 ans. C'est donc quelque chose qui peut être assez intéressant si vous avez acheté des actifs il y a longtemps pour lesquels vous pouvez bénéficier d'un abattement de 65%. Il y a aussi un abattement renforcé pour certains titres de PME, mais c'est un cas plus spécifique que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. En plus de ce barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans tous les cas, vous paierez les 17,2% de prélèvements sociaux que vous ne pouvez jamais supprimer. En revanche, si vous avez choisi le barème progressif, une partie de la CSG, 6,8%, devient déductible de votre revenu imposable de l'année N+1. Alors on va maintenant parler de la fiscalité des dividendes et des intérêts. Le régime par défaut, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est toujours la flat tax de 30%. Mais de même que pour les plus-values, vous avez une option qui reste de choisir le barème progressif. Donc on rappelle, si vous avez choisi le barème progressif, celui-ci va s'appliquer tant aux plus-values qu'également aux dividendes ou aux intérêts que vous allez générer. L'avantage principal de choisir le barème progressif pour les dividendes, c'est que cela vous donne droit, sans aucune contrainte ni de détention ni de date d'acquisition, à un abattement de 40% sur le montant brut des dividendes. En revanche, cet abattement ne s'applique pas aux intérêts. Donc, un petit peu comme sur les plus-values décrits précédemment, dans le cadre des dividendes, vous avez d'abord un abattement qui est appliqué sur le montant des dividendes, donc de 40%. Le montant après abattement est donc ensuite ajouté à tous les revenus est taxé selon votre tranche marginale d'imposition. Donc en fait, les dividendes rejoignent le revenu imposable après avoir bénéficié d'un abattement. En ce qui concerne les prélèvements sociaux et la CSG déductible, le mécanisme est le même, 17,2% que vous devez sur le montant brut et 6,8% de CSG qui deviennent déductibles en année N+1. En fait, pour résumer, la fiscalité du compte titre ordinaire se résume principalement à un choix quasi unique entre la flat tax à 30%, simple mais pas d'abattement, et le barème progressif qui est pour le coup beaucoup plus complexe, mais qui peut parfois être avantageux pour les contribuables qui sont relativement faiblement imposés ou qui ont des titres très anciens sur lesquels ils ont de fortes plus-values.
Alors, comme pour toute enveloppe d'investissement, il y a évidemment des frais. La première catégorie de frais, ce sont les frais de courtage. Les frais de courtage, ce sont des frais qui s'appliquent à chaque fois que vous faites une transaction. Alors, ces frais sont même parfois gratuits en fonction du courtier choisi, mais ils peuvent varier. Parfois, c'est 1 € par opération ou alors, par exemple, 0,1% par opération. Vous avez également des frais dits des frais de tenue de compte qui, comme le nom l'indique, sont en fait des frais un petit peu administratifs. Ce sont des frais annuels pour la gestion et la tenue de votre compte. Certains courtiers proposent également la gratuité de ces frais de tenue de compte. Vous pouvez également avoir des frais de gestion si, par exemple, vous avez choisi une gestion déléguée dans laquelle un courtier va piloter votre portefeuille. Enfin, et il ne faut jamais l'oublier, en plus des frais d'enveloppe, s'ajoutent les fameux frais de fonds. Et donc, par exemple, que vous investissiez dans des fonds actifs, par exemple des OPCVM ou dans des ETF, eh bien, vous avez toujours des frais du fonds en lui-même, hors de l'enveloppe dans laquelle le fonds est détenu, qui vont s'appliquer. On parle dans ce cas-là de TER, le Total Expense Ratio, qu'on vous invite évidemment à consulter. Vous avez également toutes les informations pour les fonds type OPCVM dans ce qu'on appelle le document d'information clé et la note d'information du fonds. Il faut donc évidemment toujours les consulter. Alors, on ne peut pas parler d'investissement sans parler de risque. Évidemment, quand on investit en compte titre ordinaire, il y a également des risques, notamment, et c'est le principe, c'est dans le nom, on va plutôt y loger des titres, notamment des titres financiers type actions ou ETF, et donc tous ces titres s'accompagnent d'un risque de perte en capital. En effet, ces titres sont soumis à la volatilité et la fluctuation des marchés boursiers. C'est également ce qui les rend attractifs. Ils peuvent monter beaucoup comme ils peuvent baisser beaucoup. Si vous investissez par exemple dans des actions internationales, vous pouvez également être soumis au risque de change ou vous pouvez également avoir des risques de taux si vous investissez dans des obligations. Alors pour conclure, le compte titre ordinaire, c'est évidemment une enveloppe qui est souvent comparée avec le plan d'épargne en action. Mais en fait, comme on l'a vu, la liberté, la flexibilité et l'ouverture internationale que propose le compte titre ordinaire est largement supérieure au PEA. Mais attention, la fiscalité n'est pas toujours des plus avantageuses, hormis cette fameuse purge des plus-values que nous avons détaillée. Si vous souhaitez vous renseigner sur les différents supports, véhicules, également enveloppes d'investissement qui existent, nous avons réalisé une série de guides, que ce soit sur la SCPI, l'assurance vie et maintenant le compte titre ordinaire. N'hésitez donc pas à consulter ces vidéos pour en savoir plus. Et pour ne rien rater, abonnez-vous.